Bienvenue sur le podcast du 11 qui s'appelle On s'en parle. Aujourd'hui, je reçois Bamissa et Anaïs, deux Antoniennes qui vont se présenter à l'instant. Et moi-même, Vincent, anciennement Antonien, enfant d'Antony, qui a grandi ici. Donc c'est un plaisir de retrouver ce lieu-là et d'être là parmi vous. Aujourd'hui, on est sur une journée particulière. On est le 8 mars. Qu'est-ce que ça vous évoque, le 8 mars, particulièrement cette année ? Aujourd'hui, Anaïs, c'est notre jour en fait. Alors oui, c'est le jour de tout le monde en fait. Ouais. C'est le jour de 51% de la population. Ouais, c'est le jour de celles qui donnent quand même naissance à énormément de monde. Oui, et c'est surtout le jour de leurs droits. Donc on est le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et on devrait changer et dire que c'est la journée internationale du droit des femmes. Parce que ça met en exergue les inégalités qu'on peut subir en tant que femme, qu'on subit en fait. Il y en a forcément. C'est un peu ce sur quoi je voulais pointer, c'est que souvent on l'appelle la journée de la femme. Et en vérité, oui, c'est la journée internationale. Donc je crois que ça a été remanié maintenant, c'est journée internationale du droit des femmes. Donc maintenant, il y a cette appellation-là pour justement mettre la distinction sur le fait que ce n'est pas forcément la journée de la femme. Mais dans le narratif commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes mère, c'est ça ? x2. x2. x7. x7. Donc voilà, on a deux mamans avec 9 enfants ici. Je m'inclus aussi dans le truc avec 2 enfants. Je sais pas, donc voilà. Ici, il y a pas mal d'enfants. Bravo. Ouais. On va revenir là-dessus, forcément, sur le rôle de la mère. Mais je suppose que vos enfants ou ceux qui sont dans votre entourage vous ont dit bonne fête aujourd'hui, ou certains, en se disant que c'est la journée de la femme. Oui, moi on m'a dit bonne fête maman et j'ai tout de suite repris, pourtant elles sont jeunes, elles ont 6 et 9 ans, mais je pense que c'est important de reprendre dès le plus jeune âge parce que les stéréotypes de genre ça commence à partir de 4 ans, donc c'est très très tôt et donc je les ai reprises en leur disant c'est pas la journée, c'est pas ma fête en fait, c'est la journée du droit des femmes parce que on a besoin d'une journée, parce qu'il y a des inégalités. Donc c'est quoi une égalité, maman ? Voilà, donc j'ai dû expliquer que dans certains pays, dans le nôtre par exemple, on gagne moins qu'un homme pour le même travail, pour le même temps. On gagne moins qu'un homme. Dans certains pays, on n'a même pas le droit de chanter quand on est une femme. Donc il y a vraiment tout un panel d'inégalités en fonction de là où on se place sur le globe. Et c'est une réalité. Parce qu'on est une femme. Donc c'est rigolo parce qu'on a regardé Mulan hier. Ouais. Donc on a pu faire le lien. Tes enfants, c'est garçons, filles, les deux ? Deux filles. 2 filles, ouais. Ok. Bami ? Je suis là. Comment ça se passe, ce dialogue que tu peux avoir quand on t'interpelle sur le bonne fête ? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai pas eu le droit à bonne fête, honnêtement. J'ai le droit à bonne fête quand c'est la fête des mères, ou quand c'est mon anniversaire, ou même quand c'est la Saint-Valentin, parce que j'ai des petits Valentins. Mais j'ai pas eu le droit à une bonne fête aujourd'hui, et je dirais que moi, j'inculque déjà, au fait, j'ai 4 garçons et 3 filles. Et c'est vrai que je leur inculque déjà que, certes, il y a une différence au niveau des sexes, faut pas se mentir. Les femmes portent, les hommes ne portent pas. Les femmes ont des prédispositions, les hommes aussi. On n'a pas la même force, on n'a pas les mêmes capacités. Je suis d'accord qu'il y a énormément d'inégalités et je pense que ça va perdurer jusqu'à la fin des temps. Mais je pense que moi, j'ai en tout cas j'ai vraiment mis l'accent sur la force qu'on a, comment est-ce qu'on peut sortir de cette inégalité sans pour autant se placer en tant que victime, femme, en toute franchise. Moi, je suis noire, je suis musulmane, je suis femme, je suis maman de familles nombreuses et je ne me sens pas forcément persécutée ou je ne me sens pas forcément en décalage si grand. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein d'opportunités aujourd'hui qui font que les femmes peuvent se révéler. Et c'est ce que j'inculque à mes filles dès maintenant. C'est-à-dire qu'elles savent très bien qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais elles savent qu'elles ont autant de droits
à certains niveaux que les hommes, que leurs frères. Donc une forme d'autodétermination, qu'importe le contexte. C'est ça. Ok. Cette autodétermination, tu vas la chercher où, si tu remontes plus loin, toi? Alors, je pense que si je remonte, je vais remonter très loin. Je vais remonter à mon projet Sens. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais le projet Sens, c'est le projet qu'avaient mes parents avant même ma naissance. Ok. D'accord. Donc, le projet, je me suis pas présentée, je peux? Bien sûr. Ok. Je t'en train de me dire. Ouais. Donc, je m'appelle Bamissa Kamisoko, j'ai 7 enfants, comme je le disais, j'ai 33 ans maintenant. Je suis ex-antonienne aussi, puisque maintenant j'habite à Vissou. Je suis de métier sophro-hypnothérapeute. Je fais aussi du coaching et je fais du marketing relationnel. Donc, j'ai vraiment deux côtés qui n'ont rien à voir, mais qui se complètent assez bien. Et si je reviens à mon projet Sens, là, je reste dans tout ce qui est thérapeutique. Moi, je sais d'où je sors ça parce que j'étais attendue comme un garçon à la maison. J'étais la 3e fille. Du coup, 3e grossesse, mon père il voulait une fille, ma mère elle aurait bien aimé aussi satisfaire mon père, même si c'est lui qui donne le bon chromosome. Donc, je pense que ce tempérament peut-être que j'ai, il est dans mes cellules, au fait, il est dans mes gènes. J'étais attendue comme un garçon, donc je pense que je suis arrivée sur Terre avec une certaine détermination qui est plutôt dans l'énergie yang. Voilà. Ouais. Dans l'énergie masculine, dans le on y va, peu importe ce qui se passe, allez, fille ou garçon, j'y vais, quoi. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça s'est construit quand même en fonction d'un contexte qui était paramétré pour, là en l'occurrence, avoir un garçon, ou c'est en forme de réaction par rapport à ce que l'autre attendait de toi, finalement. Je pense que c'est ça, c'est inconscient, mais ça se traduit après par un tempérament, par des expériences, par un vécu. J'ai grandi aussi à Antony. En fait, très rapidement, je ne me suis pas laissée faire. Très rapidement, je n'ai pas voulu rentrer dans les cases. Très rapidement, même quand j'étais pas censée voyager alors que j'avais 9 ans, partir. Je faisais de la danse avec, je sais pas si vous connaissez Barou, du coup, ouais, qui donne des cours à Antony depuis des années. Donc j'étais un petit peu sa petite sœur. Il m'a pris sous son aile. J'ai fait plein de choses que certaines petites filles n'auraient peut-être pas fait quand j'étais petite. Et je pense que ça a joué sur ma personnalité d'aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de prétexte, quoi. On peut tout faire, on peut passer le permis, on peut travailler, on peut voyager. Où est-ce que tu vois, du coup, une différence, on va dire, dans la façon dont le droit s'applique? Et là, je parle vraiment du droit, ça peut être du droit dans le travail, du droit civique. Est-ce qu'il y a des endroits où tu penses que c'est quand même des terreaux d'injustice qui sont amenés à être combattus? Oui, je pense sincèrement que dans le monde, en tout cas salarial, pour le coup, c'est pas mon monde, mais je pense que dans le monde salarial, il y a énormément d'injustice. Et est-ce que j'ai la solution? Non, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est tellement injuste que toutes les femmes devraient se mettre en grève et dire je vais plus au travail. Tu parles du monde salarial, mais t'es entrepreneur. Je suis entrepreneur, c'est pour ça. Mais par exemple, tout à l'heure, on en discutait. Je parlais des banques d'investissement. Il y a 17% des femmes qui donnent les investissements pour les entrepreneurs. Tu vois, quand tu as un projet et que tu as besoin de fonds, qui va te le donner? Tu vois, c'est-à-dire que tu vas aller demander de l'argent pour un projet et en fait, sous prétexte que tu es une femme, tu vas moins l'avoir ou voire pas du tout parce que tu es une femme. Donc même dans l'entrepreneuriat. Après, je pense que ça dépend quel type d'entrepreneuriat. Il y a tellement d'entrepreneuriats différents. On n'a pas forcément tous besoin d'aller demander de l'argent pour commencer. Je pense que ça dépend et chacun est confronté à sa propre réalité. Ouais, bien sûr. Mais là ce que j'entends, c'est que tu as ton énergie masculine qui prend le dessus, mais il y en a plein de femmes qui n'ont pas cette énergie masculine. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ces femmes-là? Alors, en fait, ces femmes-là, je pense qu'elles devraient utiliser justement leur énergie féminine, qui est dominante, parce qu'on a toujours les deux à l'intérieur, et pour créer. Oui, bien sûr. Mais quand tu n'as pas les mêmes droits, du coup, tu es forcément entravé. Mais je pense sincèrement qu'à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Sincèrement, je le pense. Si ce n'est pas agir, si c'est pas... je pense que chacun, à titre individuel, pour faire grandir cette idée-là, chacun doit agir à titre individuel. Parce je pense qu'on peut rester encore très longtemps en fait, à pointer ces inégalités, mais tant qu'on ne bouge pas, ça ne bougera pas. Je suis d'accord. Voilà. Agir à titre individuel, oui.
mais se regrouper et faire des collectifs et embarquer ces messieurs avec nous parce que ça concerne toute la planète. Bien évidemment. Comme tu disais, la femme est porteuse de vie. Sauf que sans monsieur, on ne peut pas non plus. Tu vois, et en fait, on est ensemble. C'est même pas l'un contre l'autre et se placer en posture de victime. C'est vraiment essayer de fédérer les deux, en fait. Tu vois, c'est un problème des deux. Sauf que l'inégalité de droit, c'est un fait. C'est ça. Tu vois, t'auras beau vouloir te batailler, etc. Quand tu vas voir ton banquier et qui dit je peux parler à monsieur. Tu vois, enfin, c'est compliqué. Enfin, moi, je l'ai vu pour l'achat d'une voiture, je l'ai vu pour l'achat d'une maison. Enfin, à chaque fois, on me regardait même pas. Et pourtant, je suis la juriste. Enfin, j'étais parce que je suis divorcée maintenant, mais j'étais la juriste de l'histoire. Enfin, voilà, monsieur était commercial, moi j'étais juriste, mais moi, on me regardait même pas. Je vais acheter une voiture, le monsieur me demande quand est-ce que monsieur vient essayer. Non, c'est moi qui viens essayer en fait. C'est moi qui paye. C'est moi qui viens essayer. Ouais, mais je voudrais quand même... Non, en fait, monsieur, il viendra pas. Il n'y a pas de monsieur, de toute façon. Donc, c'est moi qui essaye, en fait. Oui, mais c'est compliqué. Je dis, non, mais attendez, je me suis déplacée, je vais essayer la voiture. Je pense qu'après, il y a un mélange, il y a de la misogynie aussi à l'intérieur. Bien sûr. Voilà. Et là, si t'as pas, comme tu dis, ton énergie masculine qui vient prendre le dessus et dire non, mais en fait, gars, je vais pas bouger, quoi. Je suis venue, je vais voir l'autre et... Appeler Bamissa. Non, mais c'est pas que, j'ai aussi l'énergie féminine. Non, mais bien sûr, comme tu dis, c'est un équilibre. Mais là, si t'es pas droite dans tes bottes avec de la détermination, etc., et qu'on n'inculque pas ça aussi à nos filles... C'est là où j'ai envie d'emmener la discussion, c'est ces figures de représentativité finalement qu'on peut avoir. On voit que dans le sport, les figures de représentativité sont très masculines, que ce soit, on parlait même tout à l'heure un peu en off, avant que tu arrives, Bamissa, il y a une célèbre trend qui est venue sur les réseaux pour dire la place des femmes, c'est dans la cuisine. Et on voit que dans le monde de la cuisine, finalement professionnelle, à un niveau poussé et en élite, là c'est des hommes. Donc si tu veux, ces figures de représentativité, est-ce que vous en avez, vous les avez identifiées, et est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est facteur de pouvoir changer le narratif justement pour les générations futures, pour éviter le fatalisme de ça ne changera jamais? De l'espoir. Ouais, de l'espoir. Pour la prochaine génération, peut-être. Ouais, peut-être que... moi, j'ai 40 ans, du coup, je ne me suis pas présentée non plus, mais je vais le faire maintenant. C'est parti. Je suis de formation juridique, du coup, j'ai fait 10 ans en droit des affaires et beaucoup d'injustices. Voilà. Et aujourd'hui, je suis coach professionnel et j'aide les femmes /mères souvent maman solo à trouver un équilibre de vie pro, vie perso. Et j'interviens aussi en entreprise pour aider à ce que les boîtes aient une vraie politique de parentalité en entreprise. Ce qui est très compliqué, donc essayer de les aider directement dans le monde de l'entreprise. Et pourquoi je disais ça Oui, pour l'exemplarité, en fait. Je pense que si tu convaincs pas les parents, déjà, à essayer de rendre les choses moins inégales, les enfants, ils vont forcément regarder leurs parents et soit ils reproduisent parce qu'on a nos fameux neurones miroirs qui vont dire tiens, je vais faire exactement comme maman et elle faisait très bien la cuisine, donc je vais essayer de me mettre à la place reproduire les schémas familiaux, et ça me demande une énergie de dingue de casser ces schémas-là, quoi. Donc soit c'est à nous d'essayer de casser le schéma en amont et de transmettre à nos enfants un modèle différent, même si c'est pas celui le plus commun aujourd'hui, soit ça va être compliqué. Bamissa, figure de représentativité, est-ce que tu en as eu quand tu étais enfant, par exemple, des femmes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de suivre un parcours, ou est-ce que pour toi le genre ne rentrait pas en compte et tu pouvais aussi bien être inspiré par l'une que par l'un Alors, en toute franchise, le genre ne comptait pas pour moi. Partout où il y a inspiration, partout où ça me fait vibrer, moi je prends. Pour moi, mes parents étaient des exemples parce que je suis issue d'une famille d'origine malienne. En principe, chez nous, c'est censé être la femme à la cuisine.
et l'homme au boulot. Mais chez moi, c'était bien sûr la femme en cuisine, mais l'homme aussi en cuisine, et l'homme aussi qui fait le ménage. Du coup, inconsciemment ou consciemment, j'ai le même parcours, en fait. Moi, chez moi, par exemple, là, c'est la période du Ramadan. J'ai mon mari qui gère tous les matins. Donc c'est lui qui fait à manger tous les matins et moi je fais à manger tous les soirs. Pas parce qu'on est dans un souci de parité ou quoi, pas parce qu'on veut montrer qu'on est égaux, non, juste parce qu'au fait on vit ensemble et on montre aux enfants qu'un homme, il n'est pas forcément qu'à l'extérieur et qu'il doit participer à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour moi il y a certaines choses quand même qui restent masculines, hein, et d'autres choses qui restent féminines. Donc je veux pas non plus aujourd'hui avec il y a énormément de confusion dans plein de choses. Certes, le sexe n'est pas important, mais c'est vrai que je pense que chacun a ses prédispositions. Par exemple, automatiquement, quand j'ai besoin de faire jeter la poubelle, je vais pas demander à mes filles d'aller jeter la poubelle. Pourquoi ? Parce que c'est lourd, c'est un peu pénible. Pour moi, un homme, il est plus à même de faire ça. Moi, je jette ma poubelle. Oui, parce que nous, on est des femmes. Elles, c'est des filles. Ouais, elles, ce sont des petites filles. Oui, d'accord. Mais voilà. En fait, même mon compagnon, il jette la poubelle. Enfin, oui, moi aussi, mon compagnon, il jette la poubelle. Je me dis, ça, tu vois, c'est quelque chose... Alors, du coup, tu demandais pour nos parents. Moi, c'est quelque chose dont ça m'a marqué chez mes parents. Ou, par exemple, à table, le repas se terminait. Donc, j'étais petite, j'ai un petit frère qui a 5 ans de moins. Et le repas se terminait. Mon père, il se mettait comme ça. Il se mettait à dormir. Donc il tenait sa tête et il fermait ses yeux et il se mettait à dormir. Et ma mère se levait et s'affairait autour, alors qu'elle avait préparé le repas, mis la table, etc. Enfin tout le reste. Et elle débarrassait, etc. Et elle me regardait, elle me disait « Anaïs, lève-toi et viens m'aider ». Et moi je regardais mon petit frère. Et en fait il faisait rien, quoi. Parce que c'était un garçon et le petit dernier, machin. Et non. Donc là il y avait les deux hommes de la maison qui faisait rien et moi j'étais là pour remplir le lave-vaisselle. Mais est-ce qu'il faisait vraiment rien ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres tâches qui faisaient rien que vous faisiez pas, genre bricolage et tout, c'est vous qui faisiez, les femmes? Non mais non, il y avait pas, lui il faisait pas de bricolage. D'accord. Enfin, mais mon père entre mettre de l'huile dans le moteur et puis remplir un lave-vaisselle tous les jours, c'est pas la même chose. Ok. Et moi j'adore bricoler et c'est quelque chose que j'aurais. Non mais je te jure. Ouais. Moi j'ai une caisse à outils. Noël dernier j'ai eu une perceuse à percussion pour que ça rentre. Donc tu vois, j'adore faire ça. Et pourtant c'est quelque chose qui m'a été refusé quand j'étais enfant parce que j'étais une femme. Toi, tu as vécu finalement ces injonctions sociétales comme une injustice. Oui, parce que je voulais faire du karting, je voulais faire ça et tout. Et non, je pouvais pas parce que j'étais une femme. Et mon père, un jour, il arrive avec une jolie voiture. Mes parents étaient ouvriers tous les deux, donc voilà, avoir une jolie voiture à la retraite, c'était un goal. Le rêve ultime. Ouais. Donc il a la jolie voiture. J'arrive avec mon ex-mari. Et en fait, moi, j'avais toujours demandé à conduire cette voiture-là. Toujours. Et en fait, il regarde mon ex-mari, il lui dit tu veux l'essayer? Et moi, je suis en PLS à côté en me disant il se moque de moi. C'est incroyable. Ouais. Et donc, tu vois, j'ai eu le pendant de tout ça. Et là où j'aurais pu prendre mes parents comme modèle, alors j'adore mes parents, ils ont plein de qualités, etc., mais ils sont très dans le schéma patriarcal. Et moi, j'ai vécu ça comme tellement d'injustice que j'ai pris le contre-pied. Et donc, du coup, je suis intraitable sur beaucoup de choses, très exigeante du coup. Je suis très content qu'on ait vos deux profils parce que c'est deux approches totalement différentes. Et pour une, il y a eu un sentiment justement d'injustice, pour l'autre, ça peut être un sentiment d'épanouissement et familial. Et donc, c'est marrant de voir évoluer dans ces deux cadres-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que finalement, les femmes, entre guillemets, sont représentées comme un corps uniforme. Or, elles ne sont pas prises en compte dans toute leur diversité, leur complexité, comme tout un chacun. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on met derrière le nom Journée de la femme, on ne prend pas en compte toutes ces individualités qui ne sont pas forcément en accord. Maintenant, il y a un combat qui reste commun parce que les inégalités, elles sont quand même réelles, sur le plan du droit notamment. Bamissa, tu avais cette vision très fataliste de dire ça ne changera jamais. Est-ce qu'au fond de toi, tu es sûre et certaine qu'il n'y a pas un axe de développement pour que ça évolue? Et je n'ai pas dit que ça change, mais peut-être que ça change radicalement, mais que ça évolue.
Alors, sincèrement, je pense qu'il y a plein de volets différents. Genre, si on prend mes lunettes, et si on prend mon point de vue, et si on prend ma philosophie de vie, et si on prend aussi l'éducation que j'ai eue, et le courant, faut pas se mentir, je suis musulmane. Et je suis désolée de peut-être beaucoup l'évoquer avec le ramadan, mais au fait, on a une façon de vivre où les droits de la femme, ça date pas d'il y a quelques années, quoi. Du coup, pour moi, ma journée, c'est tous les jours. On a énormément de droits. Donc, moi, en tant que femme musulmane, déjà, je trouve que j'ai énormément de droits avant même les droits de la Marianne, quoi. Donc, je me sens pas forcément, comme je dis, persécutée au quotidien. Moi, je vais plus me sentir persécutée parce que je suis une femme noire. Ça, c'est différent. Ça, on n'est pas sur mais du coup, ça les cumule. En fait. Tu vois, on appelle ça. Mais c'est pas tant le côté femme qui fait que... Parce qu'il y a des femmes blanches qui peuvent faire ce que moi, je ne peux pas faire, bien sûr, par exemple. Donc, c'est pas tant le côté femme, c'est plus le côté noir, par exemple, ou le côté musulmane que je vais plus ressentir au quotidien, mais pas le côté femme. Mais bien sûr, mais ça reste une inégalité, tu vois. Je suis complètement d'accord, mais ce que je pense avec les inégalités, c'est que... c'est-à-dire que si on prend juste un petit exemple et qu'on essaie qu'on essaie de trouver une solution, parlons des salaires. Il n'y a aucune raison qui fait que, de base, pour une même tâche, une femme soit moins payée qu'un homme. En fait, c'est illégal. Pour moi, c'est carrément illégal. On devrait faire... C'est illégal, il y a une loi. Il y a une loi d'accord. Et est-ce qu'elle est respectée ? Mais pas du tout. Oui, mais du coup, pour moi, c'est nous, on peut rien faire, quoi. C'est au-dessus. S'il y a une règle et qu'elle n'est pas respectée, on va voir qui, le tribunal, on fait une manifestation, on fait comme les Gilets jaunes. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Non, tu vas au tribunal, il y a plein de... Clairement, il faut aller au tribunal, parce que je comprends pas pourquoi, si je fais le même travail qu'un homme, là, je touche pas autant que lui. C'est pas normal. Mais il faut faire la démarche. Et quand tu fais la démarche, tu sais, tu sors du troupeau, en fait. D'accord, donc finalement, il y a énormément d'inégalités, mais il y a trop peu de femmes qui manifestent. Exactement. C'est ça. Il y a trop peu de femmes qui agissent. Tu parlais de l'action tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de façon très individuelle. Manifester. Et pas que. Tu as une injustice, c'est dire là, il y a une injustice. Sans forcément se sentir comme une victime. Mais c'est dire là, il y a une injustice. C'est pas normal. Juste déjà d'en parler. Ouais, c'est ça, c'est manifester le problème. Oui, c'est ça. Moi, c'est marrant, je t'ai interrogé, Bamissa, parce que je te connais hors antenne. Et derrière la Bamissa que je connais, il y a deux mots qui viennent appuyer celle que tu es, c'est femme d'influence. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, ce terme-là, donc femme d'influence, c'est un terme qui est fort, c'est un terme qui est poignant, parce que influence, ça veut dire que tu vas pas subir le monde, tu vas l'entraîner. C'est toi qui vas donner une direction, c'est toi qui vas envoyer cette tendance et le reste du monde va s'adapter à toi, tu vois. C'est pour ça que je t'ai envoyé un peu sur ce terrain-là, parce que je sens cette force, mais derrière cette force, cette vision et cette volonté d'accomplir une mission, tu vois. Cette mission-là, c'est laquelle, si tu dois la définir ? Alors, en toute franchise, ma mission, elle est très simple. C'est d'accompagner un maximum de femmes, pour le coup. C'est pour ça. vers l'épanouissement. Et l'épanouissement, pour moi, c'est quoi ? En fait, j'ai ma société qui s'appelle To Be Happy. Donc, le but, pour moi, c'est d'être heureuse. Et ça passe par plein de chemins. Ça passe par la liberté financière. Ça passe par l'indépendance. Ça passe par plein de choses. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les femmes à agir, en fait, à être maîtres, finalement, j'ai envie de dire, de leur destin, de faire en tout cas les causes, de se battre et de ne pas se laisser faire. De ne pas attendre chaque 5 du mois que la CAF nous paye, ne pas attendre d'être en couple ou d'être mariée pour forcément devenir inactive. Je pense vraiment qu'on peut... Moi, j'ai été mère au foyer, de mes 7 enfants. J'ai été mère au foyer, mais mère au foyer active. Pour moi, c'est important. Ouais, c'est du taf. Faut pas se mentir. C'est du taf. Voilà. Donc, j'invite vraiment. Moi, j'accompagne au fait que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la thérapie, vraiment vers une indépendance. Mais on sent le côté entrepreneur quand tu parles, tu vois. Il y a le côté pro-action, en fait. Sauf qu'il y a plein de gens qui sont pas proactifs. Je suis d'accord, et on peut les accompagner à ça aussi. Et tu vois, tu parlais de la... Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça. Les deux. Tu parlais de la finance, c'est un sujet auquel je m'intéresse énormément aujourd'hui. Avec mes 2 filles aussi, c'est comment faire pour faire en sorte qu'elles s'intéressent aussi à la finance. Aujourd'hui, quand tu es une femme,
et que tu as un petit peu d'argent de côté, tu vois, il y a le mot sous qui vient, c'est pas des sous, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc quand tu as un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce que tu en fais en fait? Tu vas voir ton mari ou ton ex-mari ou ton boss, que des hommes, ou tu vas voir ta banquière, il te donne deux, trois produits financiers, t'as pas confiance, donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes, t'épargnes. Alors que les hommes, ils investissent, tu vois. Non mais, c'est un fait. Les hommes de certaines catégories socio-professionnelles ont une éducation financière qui les amène à investir. Mais c'est vrai que... Mais même sans parler de catégories socio-professionnelles, quand tu as des enfants et que tu donnes de l'argent de poche, une fille recevra moins qu'un homme. Elle recevra moins qu'un homme. Si elle reçoit de l'argent, parce que souvent, on va plutôt avoir tendance à offrir des petits cadeaux aux filles. Toi, ma fille, quand elle arrive, qu'elle me fait « Je peux avoir ça ?» Je fais « Arrête, t'as pas besoin d'être mignonne pour demander quelque chose. Juste, tu demandes. » Et je te dirai oui ou non, et on argumente si tu veux, quoi. Mais toi, il y a cette... Tu viens de me rappeler qu'il fallait que je rajoute une... Il manque 30 € dans la tirelire de ma fille pour que ce soit le même. Bon, très bien. Ah, tu vois? Mais elle est moins âgée, elle cumule depuis moins longtemps. C'est normal. C'est ça. Tu vois, on aura tendance, mais même si... je pense qu'on est programmé comme ça, tu vois. On a nos programmations de nos parents, de nos grands-parents, etc. Mais oui, parce qu'un homme... il doit gérer sa famille avec son argent. Ça date de donc quand, c'est normal qu'il ait plus. On a le droit d'avoir un compte en banque, où les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque. C'est genre il y a, je sais plus, 30 ou 40 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas, il n'y a pas longtemps. Ma mère, quand elle est née, elle n'avait pas le droit d'avoir de compte en banque. On a Sherazade qui est du 11, donc de l'équipe pédagogique ici, et à qui on a tendu un micro, qui voudrait réagir. Sherazade. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être si bien entourée aujourd'hui. C'est hyper agréable d'avoir ces conversations-là et de parler directement de ces conditions des femmes et notamment potentiellement des difficultés ou non de cette vision qui est complètement différente selon la façon dont on a grandi, la façon dont on s'est construite. Effectivement, là où moi j'ai eu envie de prendre le micro, c'est se dire il y a beaucoup de femmes qui ont cette envie et qui n'ont pas la possibilité, mais beaucoup de femmes qui n'y pensent même pas. Parce que dans leur construction, ah oui, d'accord, attends, Jean-Michel, il gagne 200 € de plus que moi par mois. Vas-y, j'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai la maison à gérer, j'ai ce truc à faire. Les gosses. Mes gamins et l'argent que je vais mettre, pourquoi au final? Pour 300 €, bon, vas-y. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Et puis, Jean-Michel va continuer à gagner... à la fin de l'année, 4 000 € de plus que moi. Et en fait, c'est tout ça aussi, toutes ces femmes qui renoncent parce qu'elles se disent que leur combat est peut-être ailleurs et au quotidien avec leur famille. Et là, je parle des mères parce que moi-même, étant mère, et je me sens responsable d'autre chose aussi. Je suis mère que de garçons, 2 garçons. Et c'est là où je me dis, elle est aussi là, notre responsabilité, en se disant... Allez, peut-être qu'il va y avoir une petite génération de sacrifiés et une fois qu'on l'a admise, qu'on admet cette idée-là, peut-être, alors je me trompe probablement, se dire il va falloir que j'élève des garçons et que je mette que je lâche dehors des hommes plus tard. Responsables et conscients de ce qu'ils font et des inégalités de ce monde, que ce soit envers leur père, pas père géniteur ou paternel, mais envers les autres, envers les femmes, envers toute autre personne qui est autour d'eux, et se dire, quand c'est pas normal, c'est aussi à eux d'agir. Et pourquoi, quand on va féliciter, quand je parlais de la jeune femme qui gagne peut-être 200-300 € de moins que le Jean-Michel, si elle ne fait rien, Jean-Michel, il peut peut-être faire quelque chose aussi. Et c'est aussi là où j'ai pris Jean-Michel, et désolée à tous les Jean-Michel qui nous écouteront. J'ai essayé de prendre un prénom un peu lointain, mais donc voilà, ces constructions, elles peuvent être compliquées à détruire et à faire, à ancrer dans l'esprit de tous ces jeunes. Et c'est aussi ça notre travail. Ici au 11, je reviens aussi à l'essence de notre pensée, de notre réflexion ici au 11, c'est de se dire, et de dire aussi aux jeunes filles, vous êtes
tout est possible. Et notamment quand on les accompagne sur leur réflexion de parcours professionnel ou parcours scolaire, se dire, quand on les entend dire, moi je ne vais pas faire de sciences, moi je ne vais pas faire ça, il faut voir que dans les chiffres, ça recule. J'ai pas les chiffres, mais apparemment Anaïs les a. Mais nous, c'est ce qui nous est revenu dans les chiffres des sections scientifiques, par exemple. Là où, il y a quelques années, ça remonte, les jeunes femmes, les jeunes filles réintégrer ou intégrer ces sections, là, on est en train de faire machine arrière. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant de se dire que ça veut dire que là, ça fait quelques années où les jeunes filles se disent pourquoi ? À quoi bon ? À quoi bon et pourquoi ? Et voilà. Et puis il y a d'autres matières. Après les chiffres, ce sont des chiffres, mais ça reflète la réalité. Oui, j'ai les chiffres. Il y a pour appuyer ton propos, il y a une baisse de 27% des filles dans les sciences depuis la réforme de 2018. C'est seulement 2% des filles en terminale qui choisissent des spécialités numériques et des sciences informatiques, alors que clairement on est à l'ère de l'IA, donc c'est the place to be, quoi. Faut y aller, quoi. Il y a 17% des effectifs de la tech en 2022 qui sont des filles, seulement 17%. Souvent les stéréotypes des parents éloignent les filles des métiers du numérique. Genre c'est pas pour toi ma fille. J'avais noté aussi d'autres choses. Il n'y a pas que le numérique aussi, il y a la finance. C'est 30% des décisionnaires qui sont des femmes en finance. Et dans les banques d'affaires, je disais tout à l'heure 17%. 17, ouais. Donc c'est pas beaucoup en fait. C'est un écosystème. Et si les filles, dès l'orientation en terminale, n'osent pas y aller, elles creusent déjà une inégalité en fait, sans le savoir. Donc juste le fait de savoir que c'est possible de le faire, là aujourd'hui c'est problématique. Il n'y a pas de femmes dans la tech, dans la fintech non plus. Enfin, c'est compliqué. Non mais c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et puis même, toi tu disais en terminale, mais même au collège. Ouais. Au collège, là, il faut que ça résonne dans l'esprit des jeunes filles et futures jeunes femmes et femmes qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Autant que les jeunes hommes qui écoutez ces podcasts, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire et votre projet se construit. On demande aux jeunes aussi de construire leur projet encore plus tôt. Donc en fait, ils se remettent entre guillemets, à ne plus trop réfléchir et à suivre un peu le modèle parental aussi. Oui. Parce que beaucoup se disent, à 14 ans, il faut déjà choisir. 14 ans. Si on est honnête, je veux dire, il y a plein de choses à revoir. J'ai changé 3 fois. Et ça aussi, c'est le travail aussi, c'est tout le travail qui est fait aussi au niveau de cette structure, c'est de dire, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, tu vas choisir cette filière, il n'y a plus personne qui reste 20, 30, 40 ans dans le même métier. Là, on est en train de les perdre. Les gens qui sont à la mairie d'Antony depuis 30 ans, c'est la dernière génération. C'est la dernière génération. Plus personne ne travaille comme ça, se dit, je reste... Alors, ou sinon, ils sont peut-être dans une même structure, mais à des postes différents. Mais ça va disparaître, ce truc-là, de se dire, toute ma vie, je veux faire ça. Et d'ailleurs, on les rencontre, nous, les jeunes, tous les jours. Alors, il y a plusieurs questions. Quand ils viennent pour leur orientation, il y a 2 choses. Je veux quelque chose je veux un métier où je vais gagner beaucoup d'argent. Je veux un métier où je n'ai pas besoin de beaucoup travailler, où je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'études. Mais il y a aussi, je veux faire ça, mais pas toute ma vie. Et ça revient beaucoup. Donc en fait, et on leur demande aussi de choisir à 14 ans. Donc souvent à 14 ans, c'est leurs parents qui nous appellent. Et c'est leurs parents qui nous disent, il va faire ça, et puis il va aller en général. Et puis il va faire un bac, alors bac S, ça n'existe plus, mais il va aller sur une carrière scientifique. À la base, il veut être fleuriste ou photographe. Ouais, mais c'est le côté où c'est pas valorisé en fait. C'est pas valorisé. Mais c'était déjà le cas quand moi j'étais au collège. En fait, oui. C'était pas valorisé d'aller en STT, alors que c'était la seule filière où il y avait du droit. Pas de droit en éco. Et même se dire, on peut suivre une passion. On peut suivre une passion et se dire, un CAP, ça peut être hyper valorisé si c'est une orientation choisie et non subie. Oui. On va constater aussi, donc quand on se déplace dans les lycées et les collèges, que les jeunes filles subissent plus leur orientation que les jeunes garçons. Attention, je ne dis pas que les garçons ne subissent pas,
beaucoup de jeunes garçons subissent leur orientation, mais ça va être d'autres facteurs qui vont rentrer en compte parce que ça va être d'autres difficultés. Ils vont cumuler d'autres difficultés au-delà. Enfin, ça ne va pas être juste lié à leurs conditions d'hommes ou de garçons, ça va être lié à d'autres types de conditions. Mais les jeunes filles subissent beaucoup leur orientation et c'est en ça que c'est un peu problématique. Et c'est vrai que Parcoursup simplifie pas les choses parce que c'est un peu obscur, ça fait peur à tout le monde et notamment aux parents. Mais bon, après c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là et d'avoir vos discours de deux entrepreneuses. Même 3, parce qu'on a Vincent qui est là et qui entreprend et qui a cette vision différente en tant qu'homme, et d'une fonctionnaire qui est moi-même, qui a un autre parcours, mais on se dit aussi qu'il est important de faire élever vos voix et les voix de toutes et tous pour se dire à ces jeunes filles, à cette future génération, c'est possible, tout est possible, peu importe ce que vous avez envie de faire, tout s'accompagne, mais ça se construit. Ça se construit ou se déconstruit avant de se reconstruire, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, là, Vincent. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est bien, ouais, c'est très bien. C'est pas mal. J'aime bien quand tu sors le violon, j'aime beaucoup. C'est un petit running gag qu'on a, Shahrazad et moi, depuis longtemps. Elle le disait, sur votre aspect entrepreneur, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que c'est qu'être une femme et entrepreneur aujourd'hui, entrepreneuse du coup. D'ailleurs, on ne peut même pas dire entrepreneuse parce que ça donne tout de suite une connotation qui est autre et qui est vicieuse. C'est vrai. Donc comment, ne serait-ce que le fait qu'on puisse pas le dire de façon très fluide, qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui dans ce monde de l'entrepreneuriat féminin ? Moi, je garde le mot entrepreneur, je rajoute des E partout. Okay. C'est très, très pénible quand on écrit sur le téléphone parce que ça met des erreurs dans tous les sens. Ouais. Le message, il est un peu pénible. Mais je sais pas, être entrepreneur aujourd'hui, j'ai pas toujours été entrepreneur, j'étais salariée avant, et pendant 10 ans. Et en fait, le fait d'avoir une boss, ça me cassait les pieds. Je voulais prendre mes propres décisions. C'est vraiment un état d'esprit, je sais pas pour toi, mais quand je te disais tout à l'heure, on sent le côté entrepreneur derrière toi, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Tout le monde n'est pas... Tout le monde n'est pas pour porter le tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ouais, je pense. J'en suis convaincu. Ouais. Mais après, je me pose encore la question si je suis fait pour moi. Je crois qu'on se la pose tous. On se la pose tous des fois. Vraiment. C'est ça. Après, être une femme dans l'entrepreneuriat / être une mère dans l'entrepreneuriat, ça, c'est pareil. Ça rajoute, je trouve, des boulets au pied, quoi. Toutes les deux, vous avez choisi de faire donc une entreprise qui est tournée vers la femme. Pourquoi ? La quête de sens. Enfin, j'étais dans le droit des affaires avant, je montais des boîtes et je les démontais. Et j'avais pas du tout de sens là-dedans. Alors oui, je gagnais bien ma vie. J'aime pas ce terme-là, mais bref. À l'époque, c'était ce que je pensais. Et en fait, je suis devenue mère. Donc ça a bouleversé complètement ma vie. Et je me suis dit, mais attends, je peux pas continuer à rentrer à 23h, avoir une vie de patachon, faire n'importe quoi. Et je veux être présente pour ma fille. Après, j'en ai une deuxième. Et je veux du sens, en fait. Et j'ai commencé à être dans l'accompagnement de tout le monde. Et puis finalement, j'ai accompagné les femmes. Et puis finalement, j'accompagne les mères. Et parce que c'est ça, c'est ce que je veux faire, en fait. Je veux mettre ma pierre à l'édifice pour rééquilibrer à mon échelle la balance. Ok, donc c'est une cause. Oui. Ok. Alors, moi, j'aide tout le monde à la base. Dans mon métier principal, donc dans la thérapie, je prends autant les hommes que les femmes. Mais c'est vrai que dans ce que je fais principalement dans le marketing, je travaille aussi avec des hommes, mais j'ai une préférence pour les femmes parce que c'est aussi une cause, ça me tient à cœur. Je me dis que de par les retours, de par l'expérience, de par l'entourage, je me dis que apparemment mon parcours inspire certaines personnes, notamment les femmes. Il y a des hommes qui me félicitent et tout, mais bravo, Vanessa.
Merci. Mais c'est les femmes que j'ai envie d'inspirer, c'est les femmes que j'ai envie de tirer, c'est les femmes que j'ai envie... c'est les femmes qui ont besoin de prouver un petit peu aujourd'hui. Quand je dis prouver, c'est juste se prouver à elles-mêmes. Même pas prouver au monde, on n'a rien à prouver finalement aux hommes. Mais je pense que c'est aux femmes de se révéler, c'est aux femmes de se rendre compte qu'elles sont puissantes, qu'elles sont créatrices, qu'elles sont capables de faire énormément de choses, qu'elles sont capables de bien plus que ce qu'on a voulu leur faire croire et ce qu'on leur fait encore croire et ce qu'on leur fera encore croire longtemps, tant qu'elles ne se réveillent pas et tant qu'elles ne prennent pas les choses en main, tout simplement. Toi, tu nous as fait croire qu'il n'y avait pas de combat pour nous dire que tu étais en lutte permanente. Non. T'es très forte, Bamissa. Non, mais je comprends tout à fait. Pardon, je reprends, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Bamissa nous dit au tout début, il y a quelques minutes, elle nous dit bon, ça ne va pas changer. Et au final, ton combat quotidien, finalement, c'est de dire à toutes ces femmes que tu vas voir croiser ou qui vont croiser un de tes posts Instagram, c'est de leur dire on y va, en gâta. Allez. Ouais, c'est ça, c'est on y va. Mais je comprends tout à fait le fait de se dire qu'il y a des fois des narratifs qui sont très très lourds à porter, qui sont pesants finalement et qui te bloquent avant même d'avoir entamé le chemin. Et que le fait de marcher, ça te montre aussi que la voie elle est possible, qu'elle est envisageable. Et c'est vrai que de temps à autre aussi, il faut arriver à se libérer un peu de du marasme en fait qui est créé par une condition pour aller la transcender. Mais donc je comprends ton approche, mais je suis content de voir que vous avez malgré deux visions divergentes la même cause et bien sûr, pour aller au même bout, c'est bien cool. Est-ce qu'il y avait une facette justement de ce mot-là, femme, que vous vouliez explorer là au micro? Il y en a plein. En choisir un. Une qui ne serait pas venue, là on a parlé d'entrepreneuriat, on a évoqué à peu près le rôle de maman, très légèrement, succinctement, de femme, d'épouse, d'être une femme dans la société au vu du droit et autres, mais est-ce qu'il y a... Moi, il y a le côté cycle qui me vient. Tout à l'heure, tu parlais des différences. On n'est pas pareil, on est physiologiquement pas pareil. On va pas essayer de trouver une égalité là-dessus, on est juste pas pareil. Et nous, nous les femmes, on est très cyclique. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui ne l'acceptent pas. Ouais. Et donc, parfois, ça va être OK, parfois, ça va être... t'es dans le fond du trou, etc. Et c'est OK, et juste après, tu vas être dans ta pleine puissance. Et ça, quand t'es une femme et que tu ne l'acceptes pas, t'essaies de rentrer dans le moule qui a été... qui est fait pour un homme. Enfin, et en fait, on est des femmes, donc on ne peut pas rentrer dans ce moule-là. Donc, c'est à nous de créer notre propre moule, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai, effectivement, on est très cyclique, hein, on fonctionne avec la Lune et tout. SPM, etc. Mais du coup, j'ai une vraie question. Et pour vous, tout ça, est-ce que pour vous, c'est pertinent ? Tout en sachant que effectivement, nous, quelques jours avant les menstrues, quelques jours après, ça change, l'humeur elle peut changer. Est-ce qu'on est finalement émotionnellement aussi stable qu'un homme ? Non. On est d'accord ? Ah oui, c'est clair. Donc on est d'accord qu'il y a certains... C'est pour ça qu'il faut vraiment nuancer. Je pense qu'il y a certaines facultés... À certains moments, on n'est plus maître de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être plus le même discernement. Attention. On prend l'exemple d'un juge. Ouais. OK ? Ah oui. Ah ouais. T'en penses quoi ? Non, ouais. Ouais, tu vois ? Ouais, complètement. Si je suis juste avant mes menstruations... Ah ouais, t'es juge et tu vas juger, tu vas être là en mode... tu vas peut-être rendre un verdict qui est peut-être même pas le bon. Ouais. Donc je pense sincèrement... Pardon, attends. Ouais. Juste, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Par exemple, quand tu es juge, alors après, je ne suis pas juge, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des choses que tu vas peut-être juger ou mener différemment. Le fait que tu sois parent ou non, le fait que tu aies vécu dans telle ou telle situation, le fait que la personne, elle ressemble à quelqu'un que tu connais, ou il y a quelque chose qui va te toucher dans son discours. Donc, il y a, au-delà du fait d'avoir envie de manger des bretzels dans un bol de céréales à un tel moment, à ce moment-là, au lieu d'être au travail, il y a aussi la règle aussi qui va se poser. Et le fait d'être professionnel, ça n'enlève pas le fait de rester derrière professionnel. C'est-à-dire que là, et mes collègues, et
mes 2 collègues hommes de la structure le savent très bien. Il y a des moments, il ne va pas falloir m'énerver. Et s'ils me voient manger un grec et derrière un autre bol de céréales, parce que c'est ma passion, il ne va pas falloir m'énerver. Mais ça ne nous enlève pas la capacité à rester professionnel et de se dire on a appris des choses, on sait des choses et on va les mener effectivement on va être plus. Je suis d'accord. Moi de mon côté, les jeunes vont peut-être un peu plus me titiller et je vais être un peu moins patiente avec eux à certains moments qu'à d'autres parce que, mais tous parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas fatigué, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça ne va pas nous enlever la capacité et la faculté de faire du bon travail. En revanche, il faut se dire la vérité, on ne va pas le faire de la même façon le 28 que le 14. Ça va peut-être pas altérer, je dirais pas altérer, ça va juste avoir une vision et une visibilité et un sentiment différent selon le fait que notre enfant est dormi ou pas dormi, que ce soit levé et pas notre mari et ainsi de suite. Parce qu'on l'a entendu. Parce qu'aussi le monde du travail a été fait et façonné pour des hommes. Effectivement, oui, bien sûr aussi. Je ne sais pas si messieurs vous aviez vos menstruations, je pense qu'on n'en parlerait même pas en fait. Il y aurait déjà des genres de comptes. Moi, je suis un être très instable émotionnellement et je me reconnais aussi dans aucun cadre. C'est pas cyclique, c'est en permanence je suis instable, donc je peux vous rejoindre sur cette chose-là, mais en effet il y a une ergonomie de travail, de cadre, qui fait que en fonction de ton profil, quel qu'il soit, si tu ne t'y reconnais pas, ça devient très très pénible d'un point de vue travail, ergonomie de travail, relations. C'est bien complexe. Pour revenir sur le cadre du juge, en effet, je pense que la justice a été érigée depuis des années par des hommes, en effet. Malgré les constitutions, on voit que c'est quand même très arbitraire et que ça... c'est la justice des hommes. C'est la justice des hommes, exactement. Pas la justice tout court. Et ça reste vraiment arbitraire et que je pense que, mais c'est un peu à l'instar du pouvoir politique, je pense qu'il n'y a pas assez de garde-fous pour pouvoir diluer la responsabilité de chacun dans la décision qui peut être prise. Donc il y a les jurés et ainsi de suite. Mais j'irai pas jusqu'au point de remettre en cause le jugement d'une femme parce qu'elle est femme dans un cycle et que son émotion puisse être altérée, parce que je suis pas convaincu que tous les hommes, pour les connaître depuis l'intérieur, soient ultra stables émotionnellement et ça tous les jours de l'année. Mais c'est sûr que c'est un des paramètres forcément à prendre en compte malgré une multitude de paramètres, comme le disait Sherazade. Parce que la parentalité, c'est pareil. Quand t'as, vu que c'est souvent madame qui s'occupe des enfants, les tâches domestiques et familiales à la maison, c'est, je ne sais plus le pourcentage, mais c'est entre 70 et 80%, où c'est la madame qui est en charge. Quand la réunion est à 17 heures passées, faites comment pour être à la crèche ou chez vous, ou je ne sais pas où, pour aller vous occuper des enfants? Ça pénalise forcément madame. Et parce que aussi, on s'est mis aussi cette pression. Parce que moi, si je revenais à ma situation personnelle, il y a des fois où je me suis rendu compte que toute seule, je me suis mise la pression et mon conjoint me dit « mais je vais y aller ». Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, notre construction, et peut-être aussi notre instinct, il revient aussi à l'instinct, se dire, j'ai pas envie, l'école m'appelle pour me dire, voilà, votre fils est malade. Bon, après, il va danser la salsa dans le salon, c'est pas grave. Mais l'école va m'appeler. T'appelles toi ? Va m'appeler, oui, c'est vrai. L'école, naturellement, va m'appeler moi. Parce qu'aussi, je me rends très présente. Alors ça, c'est ma situation, moi, mais parce que je me rends compte. Et je vais me tourmenter en me disant « Oh là là, mais mon fils est malade, il faut que j'aille le chercher. » Alors qu'en un coup de téléphone, mon mari m'a dit « Mais je vais le chercher. » Oui. T'embêtes même pas. Alors que dans ma tête, ça va tourner en me disant « Je devrais être... toute seule, mais ça, devrais être c'est l'instinct. à côté de lui. » Ouais, c'est l'instinct. C'est ça. Ou alors c'est juste c'est systémique en fait. Je sais pas si c'est systémique parce que si je prends mon exemple encore une fois, moi je travaille à domicile, mon mari travaille à l'extérieur et j'ai pas ce stress-là. Par exemple, pourtant j'ai les 7 enfants, j'ai pas ce stress. L'école appelle autant mon mari que moi. Ouais, mais ça c'est bien, mais c'est pas le cas. Je pense que encore une fois, ça dépend comment est-ce qu'on se présente aussi à l'école. Moi, je fais pas... Bon,
Il y a certaines réunions que j'ai déjà faites, mais je fais pas les réunions. C'est mon mari qui fait les réunions, par exemple. Ah, mais bien sûr. Mais ça c'est Je pense que ça va vraiment... C'est l'équilibre. Voilà, ça va vraiment dépendre du foyer de base. Et moi, j'ai pas le stress. J'ai pas le stress quand on m'appelle pour me dire qu'un enfant est malade. Moi, on me demande de venir le chercher parce qu'ils pensent, à l'école, ils pensent vraiment, par contre, que je suis la femme qui fait plein d'enfants et qui est au foyer et qu'on voit jamais, etc. Mais du coup, on m'appelle. Non, vraiment. Ce qu'on pense oui, non, toi, alors que, là, quand tu nous expliques, ça me semble équilibré. Et ben non, les gens vont penser que c'est la femme au foyer. Forcément, elle a enchaîné plein de gosses. Elle est chez elle, elle travaille pas, quoi. Du coup, quand on va m'appeler, moi je vais leur dire, ou des fois on nous appelle pour pas grand chose à l'école. C'est vraiment pour pas grand chose. Ah ben là, il est à 37,9. Garde-le. On m'appelle. Est-ce que vous pouvez venir chercher votre enfant? Vous êtes à la maison? Oui, mais moi je travaille au fait à la maison. Donc à nous encore une fois de montrer au système que c'est pas parce qu'on est à domicile qu'on ne travaille pas, parce que je travaille mais de chez moi. Mais pour eux, c'est beaucoup plus simple au fait de m'appeler quand même, parce qu'ils se disent il y a la mère, si nous on peut pas, il y a la maman. Tu dois te battre contre ce que les gens pensent que tu es en train de faire. Tu dois te battre contre les programmations que toi tu as reçues, comme quoi il fallait que tu sois la mère parfaite et que c'est à toi de tout gérer sans aide. Et tu dois en plus te flageller en disant, mince, je devrais pas penser ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être le système qui t'invite à penser ça. Parce que regarde, tu vois, les gens pensent que t'es une femme au foyer qui fait rien, puis t'es femme au foyer. Donc du coup, c'est pas valorisé. Genre, tu te la coules douce, quoi. C'est ça. Mais du coup, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de pratiquer le lâcher prise. Voilà. Là, on en vient vraiment au lâcher prise. C'est-à-dire, autant on s'en fiche de ce qu'on peut penser de nous, autant on est tranquille, autant on respire, quoi. En fait, autant on arrête de stresser et de faire stresser tout le monde autour de nous. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je l'ai vu de l'intérieur avec ma propre femme. C'est qu'elle aussi, elle est dans un processus entrepreneurial. Ok. Et finalement, il y a constamment le renvoi vers une culpabilité qu'elle devrait avoir. Oui. Tu vois. Donc, par exemple, elle travaille, mais ses horaires de travail, c'est plutôt le soir. Donc, elle est coach en danse et compagnie. Donc, c'est une fois que les gens ont terminé le travail, ils viennent danser. Et ce qu'elle me disait, c'est que elle ne se posait pas la question jusqu'à ce qu'on lui répète à longueur de temps, mais comment tu fais par rapport aux enfants, en fait. Et du coup, t'as un mari super, bon, j'en profite pour le dire ici au micro. Bien sûr, Vincent, bien sûr. C'est important. Ton mari, il est exceptionnel. Ton mari t'aide. C'est ce que j'entends tous les jours. Voilà, c'est ça. Ton mari. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bien, il a intérêt, mon mari. Et moi, je parais vraiment, du coup... non, je te laisse terminer. Mais en fait, avant qu'elle acquiert finalement ce blindage que toi, tu peux avoir et que tu prônes et qui est très important pour moi pour justement lâcher prise, tu passes par cette phase où je l'ai vu dire, mais en fait, cette problématique, elle vient des autres, elle t'est renvoyée par les autres, mais à la base, toi, tu l'as pas. C'est-à-dire qu'à la base, toi, tu culpabilises pas de laisser ton enfant parce que tu lui as expliqué. Parce qu'il sait, parce que tu es en confiance, parce qu'à ce moment-là, l'autre parent, il est présent et que le reste du temps, toi, tu es présente. Mais maintenant, par cette injonction sociétale et ce qu'on te ramène là, toi, tu viens à prendre une culpabilité qui n'est pas la tienne et te charger. Et c'est vrai que moi, personnellement, en tant qu'homme, jamais personne va venir me donner ce renvoi-là. C'est-à-dire qu'au plus je pourrais être absent du foyer, par exemple, le soir, au plus je serais celui qui allait chasser, qui fait la chose brave, on va dire. Et en effet, c'est... Donc, moi, je peux avoir cet avantage-là, je le saisis pas, elle l'a pas, elle le saisit. Est-ce qu'il faut pas que je rentre tout de suite à la maison pour changer les règles? Le mec, oui, on est samedi, tu devrais t'occuper de tes enfants, ils ont sport, ils ont plein de choses à faire. Mais je l'ai vu, en fait... Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été très présent avec ma mère. Ma mère a été très présente pour moi. Et comme tu le dis, je pense qu'on est le fruit aussi de l'éducation et de ce qu'on voit au sein de nos foyers. Donc, j'ai eu très vite le dialogue avec justement des femmes. Ma grand-mère aussi, qui m'a expliqué un peu comment ça pouvait se passer à son époque. Et les deux étaient des combattantes à leur image aussi. Donc, j'avais cette cause-là. Mais le vivre là en tant que... mari finalement, et notamment sur la parentalité, et j'ai l'impression que dans la parentalité c'est l'endroit où vous êtes finalement le plus vulnérable parce que tout un chacun vient pénétrer votre espace et je le vois sur quelque chose de simple où moi on me l'a jamais fait c'est venir toucher le ventre de la femme enceinte, tu sais, sans qu'on vienne
te demander en fait. Et moi, j'ai vu des amis à moi toucher le ventre de ma femme sans même leur demander, tu vois. Et c'est même fait le fait avec... de demander. Ouais, ou même le fait de... des gens, enfin. Voilà, c'est ça. Mais c'est... Voilà, j'ai vu à quel point, justement, là, à ce moment-là, vous étiez vulnérable sans le... objectifié, en fait. Ouais. On a un corps, c'est un objet, en fait. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène, quand même, la grossesse. Moi, je suis désolée, hein, moi, quand j'avais ma grossesse triple, bon, je ne supporte pas quand ça te balance des trucs, genre c'est normal. Non, parce que c'est vrai, j'avais un énorme ventre. Donc, c'est normal, les gens, je peux toucher. Non. C'est surprenant. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Mais si on te demande pas. Ah non, ça tu vois ce que je veux dire. Tu me touches pas. En fait, moi, c'est ça. Moi aussi, ma femme, ça ne me dérangeait pas du tout. Tu peux toucher et tout. Mais ça bouge. Et tu sais que moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est quand, si tu veux, c'est quand c'était. Je veux dire, c'est quand c'était fini. Quand il a arrêté de toucher et tout. Et après, il m'a dit, en fait, t'as vu, il est venu et en fait, il a mis ses mains sur mon ventre. Ah. Mais on se connaît pas autant, quoi, tu vois. Ah oui, c'est un homme et une femme, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, ouais. Et c'est ce truc de, tu vois, il y a un moment et ça se voit qu'il est content pour toi parce que voilà. C'est ça. Mais il se dit c'est ton bébé, mais il a touché à la femme, quoi. Ouais, non, c'est chaud. C'est vraiment particulier. Non, mais puis après, il y a toute cette intrusion au-delà du ventre qui paraît être quelque chose d'incroyable. Et oui, effectivement, c'est incroyable. Hein, c'est fascinant. Vécu. C'est fascinant, c'est incroyable. Et ça peut être bien vécu ou mal vécu. Il y a aussi des femmes qui le vivent pas très bien. Après, j'avoue, j'aurais adoré te demander, Missa, 3. Juste par curiosité, s'il te plaît, laisse-moi toucher. Ouais. Mais il faut le sentir aussi. Tu fais pas ça avec tout le monde. Mais puis même toutes ces questions intrusives. T'allaites? T'allaites pas? Oh, tu fais ça? Ah ben toi, mais quoi qu'il arrive, c'est pas bien en fait. Toi, quoi qu'il arrive, c'est pas bien. T'allaites trop longtemps, c'est pas bien. J'ai une amie qui se pose encore la question et je lui enverrai ce podcast qui se dit mais mon enfant va avoir 3 ans. On me dit je l'allaite encore. Il faut que tu commences à arrêter. C'est toi la mère, c'est toi qui décides, c'est toi qui vas voir quand ton enfant allaite, quand ton enfant a besoin, a pas besoin. Et puis si tu n'allaites pas et que tu n'as pas voulu le faire depuis le début, on va dire mais même c'est dommage, il a besoin du début. En fait, tout est sujet à discussion. Tout est sujet à discussion parce que c'est toi qui auras pris la décision et alors que à contrario, et je renie pas la difficulté d'être un homme, peut-être, je ne sais pas, je le dis pas. C'est dur, c'est très. C'est plus dur d'être un homme qu'une femme. C'est trop bien d'être une femme, non? En fait, ça, je sais pas. Moi, j'adore être une femme. J'adore être un homme. Moi, j'adore être une femme. J'adore être une femme, mais je me suis surprise moi-même. Et c'est là où je me suis dit, je suis peut-être pas la féministe que je crois être. Au moment où on m'a dit que j'attendais des garçons, j'ai été super contente. Pourquoi? Pas parce que je voulais pas de petite fille, parce que je vais pas aller avoir les protégés. C'est parce que je me suis dit, leur vie va être plus facile. Et c'est ça. Et je me suis surprise et je me suis dit, et c'est ma sage-femme qui m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et je me suis dit, mais je me suis surprise à me dire, ouf. Leur vie sera plus facile que si j'avais eu des filles. Non, mais alors peut-être parce que j'aurais été une mère plus dure avec une fille, je ne sais pas. C'est sûr. Ça, c'est ce que pense Vincent. Non, mais c'est entre nous. Mais cela dit, c'est là où je me suis dit, non, mais tu déconnes, Sherazade. Enfin, je veux dire, mais à vrai dire, j'ai pas eu de. J'aurais pu me dire, j'ai une déception, j'ai 2 garçons, ou peu importe pourquoi, j'aurais voulu avoir une fille. Non, j'étais super contente. Et comme ils sont très proches, j'ai pas eu le temps de réaliser, mais je me suis dit, mais. Non, en fait, c'est là où je me suis dit, mais Sherazade, pourquoi leur vie serait plus... Et c'est à ce moment-là où ça a renforcé encore ce besoin d'être près aussi des jeunes encore plus, et près des jeunes filles aussi en particulier, sur l'accompagnement dans plein d'ordres. Alors, il y a plein de choses que je ne fais pas, mais je les rediriger. Il y a la cause aussi. Voilà, c'est la cause aussi, ouais. Mais je ne sais pas à quel âge ont vos enfants. Tu as commencé quand? J'ai le premier qui a 12, les 3 qui ont 11. J'en ai une qui a 8, une qui a 6 et une qui a 5. Ouais, donc ils sont pas encore... Enfin, que ça commence l'adolescence, quoi. Mais je me dis, imagine, toi, t'as une fille qui part à 16 ans, elle veut sortir, je sais pas trop, rentrer tard le soir, toute seule, maquillée, habillée pour sortir et tout.
t'auras pas la même. Je vois non, c'est non. Tu vois, t'auras pas le même impact que si c'est un garçon qui sort et qui a 16 ans et tu te diras pas, attends, ça va être compliqué là. Enfin. Parce qu'un garçon, il sait mieux se défendre qu'une fille. Mais tu la mets à la boxe, elle saura autant se défendre. Mais c'est pas une question de défendre. Par contre, elle sera plus vulnérable parce qu'elle sera plus facilement attaquée. Et le problème, ce sera pas la fille ou ça sera pas l'enfant en fait, ou l'ado. Un enfant. Ça sera pas notre enfant, ça sera le monde extérieur. Et donc je te rejoins quand tu dis que quand t'as des garçons, tu te fais moins de soucis. Oui, après je suis une mère très protectrice, donc quand tu dis à 16 ans les sortir tout ça, j'ai du mal à imaginer ça. Je vais les déposer jusqu'à 26 ans. Mais, mais je comprends parfaitement, mais je pense que je serais capable de faire ça. J'ai l'impression que ce monde est fou. Mais cela dit, effectivement, je ne sais pas quelle aurait été ma construction si j'avais des filles et de me dire, après, mes enfants sont encore petits, donc voilà, cette construction-là, elle n'est pas encore dans ma tête. Cela dit, je me suis surprise et j'ai surpris des collègues aussi à avoir des réflexions auprès de jeunes filles, alors pas ici, mais dans mes précédentes expériences beaucoup plus jeunes, enfin des collègues très jeunes, avec dire à des jeunes filles, ouais, mais tu devrais pas faire ça, tu devrais pas sortir à telle heure, ouais, mais tu vois la façon dont tu t'habilles, elle a une vie, enfin tu vois comment les gens vont te voir, parce qu'en fait, même si c'est maladroit, c'est une envie et un besoin de se dire on va les protéger en leur disant ça. Parce que c'est le monde qui est dangereux. Et là, notre impact, il est où ? Est-ce que c'est le monde qu'on doit faire changer ou se dire à nos filles, et quand je dis nos filles, pour moi, je me sens aussi responsable de la jeune fille qui va traverser la gare là, dire à nos filles, attention, le monde, il est dangereux. Mais maintenant, en ayant des garçons, je me dis, fais en sorte que ce monde ne soit pas dangereux pour les autres. Les femmes, parce qu'elles vont se sentir peut-être plus vulnérables. Et ça me rappelle une histoire d'un jeune garçon que j'ai rencontré là dans le cadre du Conseil des jeunes citoyens de la ville, qui rentrait chez lui et qui s'est surpris, lui, à changer. Il s'est dit, je vais changer de trottoir parce qu'il rentrait tard de la gare et il s'est dit, j'ai peur de lui faire peur. Ouais, il y avait une fille devant et j'ai déjà entendu ces témoignages. Et en fait, je l'avais déjà entendu un peu loin. Ça m'est arrivé plein de fois. Je l'ai entendu un peu loin. Et là, c'est un jeune de la ville d'Antony. Et on est Antony, hein, enfin voilà. Qui rentrait chez lui et qui a vu une jeune fille devant lui qui n'était pas à l'aise. Qui n'était pas à l'aise. Ouais. Et lui, son truc, c'est de se dire, bon, je vais me décaler, je vais la laisser rentrer, mais en même temps, il s'est senti un peu responsable de se dire, s'il lui arrive un truc, je préfère être pas loin aussi. Donc en fait, il y a aussi cette position de jeunes hommes, de jeunes garçons qui commencent à émerger en disant, bon, ils ont quand même cette réflexion-là. Ça, c'est de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir. Voilà, vous allez marcher sur des trottoirs où il n'y a plus un homme, les filles. Non, c'est pas ça. C'est comment on va faire pour être à côté, en fait, pour être ensemble. C'est là, le jeune homme... Merde, pardon. J'ai un grand point. Là, le jeune homme, il a eu cette démarche-là. Je trouve ça génial. Enfin, j'ai jamais entendu j'ai entendu des hommes avoir ce discours-là, plus vieux, mais pas... il avait quel âge, là il a 17 ans. C'est un grand gaillard. Alors, il admet qu'il est impressionnant. Il admet qu'il est imposant. Mais il s'est dit, je sens qu'elle panique. Ouais, mais c'est génial. Moi, ça m'est arrivé de ne pas mettre de rouge à lèvres parce que j'allais dans un endroit où j'avais peur de me faire emmerder sur le chemin. Tu vois, et ça c'est compliqué. Et j'arrive et je vois mes amis et ils me disent t'aimes pas ton rouge à lèvres? Genre, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Enfin, t'es malade? J'en ai et là on revient dans une autre discussion où quand t'es pas maquillée, t'as l'air malade. Non, mais j'arrive et voilà, au lieu d'être avec mes atouts féminins. Bon, bref, je me suis retrouvée en basket, limite en jogging. J'avais une salopette, j'étais même pas maquillée. Je suis arrivée à l'arrache à un truc où c'était censé être dansant, festif, machin. Et donc mes amis me disent, mais t'es malade, qu'est-ce qui se passe, machin. Et je leur explique, je leur dis, bah non, mais le trajet que j'ai pris,
Je me suis habillée et je me suis déshabillée et je me suis mis à l'arrache parce que je prenais ce trajet-là. Et j'ai quand même trouvé le moyen de me faire embêter dans les transports où j'ai dû appeler un pote en disant s'il te plaît, tu viens à la sortie parce que là, le gars qui est en face de moi avec sa bière, il me fait un peu flipper, quoi. Comme quoi, finalement, peu importe comment on s'habille. À l'arrache, mais complètement. Mais la charge mentale que ça procure. Tu vois, et là, on n'est pas d'un point de vue légal, quoi. On est juste je sais pas. Une ambiance. Ouais. Marasme, ouais. C'est compliqué. Et moi, je me dis, mes 2 filles, quand elles vont me dire plus tard, je vais aller à tel endroit, je viens avec toi. C'est non négociable. Non, je vais les mettre à la boxe. Tu vois, c'est trouver comment faire pour protéger les enfants. Et je trouve ça chouette quand t'as des... Moi, j'aurais aimé aussi avoir un garçon pour avoir cette mécanique, en fait, toi, cette réflexion, parce que du coup, je l'ai pas. Enfin, de me dire, ok, si ça avait été un garçon, comment j'aurais fait, comment j'aurais pu faire pour... Toi, il y a un livre qui s'appelle « Tu seras féministe, mon fils ». Et je le trouve génial, en fait. C'est comment apprendre aux jeunes garçons et aux futurs hommes et aux hommes à être à côté des femmes. Parce que n'empêche qu'on est ensemble, en fait. Ouais. C'est pas l'un contre l'autre. Être féministe, c'est pas être contre les hommes. Non. C'est essayer d'être ensemble. C'est une belle phrase de fin. Hein. Bah, je crois bien. Ouais, être à côté, être avec, plutôt que d'être contre. Et je suis très content qu'on ait eu cette discussion et de cette manière-là. Merci aux 11 d'avoir accueilli cette émission. Bah, merci, j'espère que ce sera le début d'une longue lignée d'émissions. Avec grand plaisir. Merci à vous, Missa, merci à Anaïs d'être venue, d'avoir donné de votre temps. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Sherazade, merci d'être intervenue et puis on programmera peut-être d'autres émissions autour d'autres thématiques. Et puis on est sûrement... non, ça, je peux pas le dire, je le dis dans un autre podcast. Donc, du coup, je vous dis à très bientôt. Et on s'en parle. On s'en parle très bientôt. Voilà, c'est ça. Ciao. Ciao. Au revoir.